Super, donc on va utiliser les micros et on vous passera les micros pour les prises de parole parce que tout ça est enregistré, capté, diffusé, documenté pour le futur de l'humanité et ça finit tout le temps en T. Bonjour à toutes et tous. Donc moi c'est Benoît, je contribue à la compagnie des tiers-lieux sur le sujet des communs depuis 2019 et j'avais travaillé surtout sur un dispositif qui s'appelle la Fabrique à communs des tiers-lieux dont l'objet était de soutenir les commoneurs et les commoneuses. Donc c'est comme ça qu'on appelle les gens qui essayent de créer du commun. Et depuis septembre, enfin depuis cette année, je suis plutôt, je me réoriente, je me réancre localement et mon objectif est de mettre mes compétences à disposition des groupes de travail et des groupes thématiques, des groupes territoriaux. Donc tous les gens qui se rassemblent au sein du réseau pour travailler sur un sujet peuvent me mobiliser et m'exploiter à gré. Voilà. Bienvenue donc au Regard croisé numéro 6 intitulé « Quelle stratégie pour réduire les déplacements et favoriser la distribution locale de produits et de services ?» J'ai le plaisir d'accueillir Valentin, Anne et Vincent qui ont eu la gentillesse de répondre positivement à notre invitation. Et donc on ne va peut-être pas répondre complètement à cette question ambitieuse, mais en tout cas on a 3 acteurs qui peuvent nous parler de ce qu'ils font. On a un producteur-distributeur, un tiers-lieu qui a intégré de la distribution dans ses activités et quelqu'un qui s'intéresse à comment on fait du lien entre ces espaces physiques et quels sont les problèmes les questions que ça pose et les problèmes auxquels il faut faire face. Voilà, donc on a une représentativité de ce sujet. L'idée, c'est qu'ils vont vous présenter leurs activités, leurs lieux, leurs projets rapidement et juste dire un mot sur ce que ça leur évoque, en fait, ce sujet de la distribution, de la production. Les tiers-lieux, on l'a compris, c'est des objets un peu surprenants, où on pense qu'il va se passer quelque chose, il se passe autre chose. Et donc on sent que c'est des lieux où la question de la production et de la distribution fait souvent sens, et c'est pas exactement comme les autres espaces de production et de distribution. Donc on va parler de ça aujourd'hui et de voir les belles choses qui se passent, mais aussi les paradoxes qui restent. Et souvent par rapport à des questions écologiques ou de transition, en fait, quels sont les petits problèmes qu'on arrive à résoudre et ceux qu'on n'arrive toujours pas à résoudre, ou alors les nouveaux problèmes qui se posent. Et on essaiera de vous passer rapidement la parole pour pouvoir mettre le doigt sur vous, ce qui vous intéresse particulièrement sur cette question. Voilà pour l'intro. Je passe la parole, je crois, d'abord à Valentin. Et c'est la grosse flèche verte pour passer tes photos que tu peux revoir ici. On peut faire en automatique. Ah, non. Bonjour à tous, moi c'est Valentin, je fais partie de la brasserie du Singe Savant à Lille. Tu es Paul Ovine ? Incroyable, ça va et toi ? On s'est rencontrés à la coroutine il y a fort longtemps. La brasserie du Singe Savant, c'est une brasserie coopérative à Lille, donc c'est une société coopérative ouvrière de production. C'est en gros une boîte qui appartient à ses salariés et où les décisions sont prises par les salariés pour les salariés. On a créé cette brasserie il y a 8 ans sous forme associative avec pour ambition de faire de la bière qui soit bonne déjà de 1, mais de la faire en ville. Ce qui a plein d'avantages et plein de contraintes, mais ça avait du sens pour nous de se dire on va faire un outil de production au plus proche des consommateurs et on va faire ça avec pour but de ne pas faire un gros truc qui va distribuer au national, mais on reste sur une distribution ultra locale. Et ça fait 8 ans qu'on fait ça, on a maintenant un bar. Là. L'idée, ça a toujours été d'avoir un établissement aussi pour distribuer notre bière en direct au client final. Le bar est à 100 mètres de la brasserie, donc d'un point de vue logistique, on livre en transpalette, ce qui est assez pratique. Et à peu près 20% de la production donc, part à 100 mètres de la brasserie et on a 70% de la production qui part à moins de 9-10 km, parce qu'on ne distribue que dans la mêle. Et après, on a quelques partenaires à Amiens pour à peu près moins de 10% de la production, quoi. Donc, on produit
entre 6 et 7 000 litres de bière par mois et tout est écoulé vraiment très très proche de la brasserie. Donc on est assez content de ça. Il y a quelques autres photos, si tu veux donner à voir aussi les activités brassicoles. Et voilà, quand même, il y a des belles photos quand même. Vraiment. Ouais, ça fait un petit peu peur. Ah, la brasserie, c'est graphique. Voilà, et ce qui est intéressant et pourquoi on a invité Valentin aussi, c'est de se dire que l'activité de production, on ne raisonne pas uniquement aussi les tiers-lieux, qu'est-ce qu'ils produisent. Parce qu'en fait, les tiers-lieux, c'est des acteurs de territoire qui se connectent avec des producteurs locaux. Donc la question est de savoir voilà, comment, avec des petits producteurs qui ont un projet, une intention, des valeurs, etc., comment les tiers-lieux aussi vont se connecter là. Et est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est facile de faire tout ça? C'est la question qui nous intéresse. Ensuite, je crois que c'est Vincent. Oui, exactement. Merci Anne. Oula. Le bouton vert. Ouais, j'avais mis un truc sur le visage de ma fille, mais du coup, vous avez tous le visage de ma fille. C'est pas grave. Tu voulais que tout le monde connaisse ma fille. Donc vous avez en premier plan Séraphine, et de dos, mon autre garçon qui est un petit peu plus vieux, et qui vont commander une pizza, un pizzaiolo qui fait ses pizzas sur un vélo triporteur, sur le parvis d'Aura Technologies à Lille. En introduction, donc Vincent Langagne, moi je suis ici en tant que contributeur à la compagnie des tiers-lieux. J'ai fait une formation qui s'appelle Piloter un tiers-lieu il y a 1 an et demi. Je me suis retrouvé, c'est génial comme formation, effectivement. Un sujet qui m'intéressait beaucoup puisque j'avais monté avec d'autres entrepreneurs à vélo un tiers-lieu qui s'appelait les boîtes à vélo à Lille, avec un besoin en tant qu'entrepreneur à vélo, laveur de vitres à vélo pour les logements et les commerces, un besoin de retrouver du lien avec mes autres copains, puisque c'est devenu des copains, pour se poser, déjeuner, cuisiner et avoir un lieu de stockage et de réparation. Pourquoi je dis cuisiner? Parce qu'on avait des restaurateurs à vélo. C'est la première photo qu'on voit là, avec des gamins qui viennent chercher de la pizza. C'est pas un montage, c'était vraiment, on a vraiment mangé des pizzas après. Je dois avoir d'autres photos. Une bande de copains. Donc là, on a des livreurs de Lille Bike, qui sont une coopérative qui sont installés maintenant juste à côté des Singes Savants, rue d'Arras à Lille. Mais auparavant, ils étaient dans le local des boîtes à vélo qui était justement juste derrière, là, cette ancienne école dans laquelle on était dans le Vieux-Lille. Ces 4 personnes-là faisaient partie donc de cette presque coopérative, puisqu'ils sont entrepreneurs salariés d'une coopérative qui s'appelle Opteos. Et on venait de recevoir un nouveau vélo qui avait été cofinancé par la coopérative Opteos et par les autres membres de la coopérative. Donc il y avait aussi cette histoire de coopérative. Pourquoi j'en viens là? On reste sur du circuit court et sur de l'investissement local. Il y a aussi ça dans les stratégies pour réduire les impacts et s'ancrer localement sur son territoire. Et il y a un autre aspect de ce que j'ai fait en tant que laveur de vitres à vélo, porteur d'un tiers-lieu dans le Vieux-Lille sur les boîtes à vélo, c'était la formation, pour former d'autres entrepreneurs qui réfléchissaient à comment réduire leur impact dans leur déplacement ou comment se déplacer plus facilement dans leur boulot en les mettant sur des vélos finalement. Et en leur proposant, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Ma Cyclo Entreprise, qui est clôturé aujourd'hui puisque c'était financé par des C2E, des certificats d'économie d'énergie, un mode de financement qui permettait la gratuité du programme pour les bénéficiaires, de leur faire une formation sur la sécurité, sur quelles sont les étapes clés pour démarrer un business à vélo ou adapter un business qui est aujourd'hui fait en camionnette, le faire à vélo, et avec tout un système de mise en selle. Je pense que j'ai plusieurs photos de ce style-là, où on leur mettait des attelages remorques, des vélos tout type, que ce soit un vélo classique, biporteur, triporteur. Bref, si à un moment vous avez des questions sur le matériel vélo, vous pourrez venir vers moi là-dessus, j'y répondrai. Et même sur des futurs restaurateurs qui voulaient essayer un vélo pizza, par exemple. Voilà. La boîte, à l'époque, elle s'appelait La Vitrocyclette. Elle a été revendue à une nana qui est géniale, qui s'appelle Elisabeth, et qui a renommé ça à La Belle Devanture. C'était la petite page de pub pour ma repreneuse il y a 2 ans. Un business qui était avec plusieurs salariés, qui continue de faire briller les vitres et vitrines de la région lilloise. C'est important. Je pense que j'ai plus de photos après. Ah bah si, il y en avait quelques-unes, mais c'était pour montrer des beaux engins. Voilà, c'est un peu le tuning du vélo,
voilà, on est un peu, faut assumer. Et l'atelier de réparation, puisque j'en ai glissé un mot tout à l'heure, hyper important. On avait ce besoin de pouvoir se retrouver autour d'un atelier porté par l'ABICI. La personne de Pablo, qui aujourd'hui est un atelier totalement établi dans le commerce à Lille avec un bail commercial, BCUS en plus, bail commercial d'utilité sociale. Merci. Sociétal ou social ? Sociétal. Ah, là-bas, on a Monsieur Foncier. Merci Louis. Et atelier de réparation aujourd'hui qui est ouvert à tous. Voilà, c'est important de le dire. Merci. Voilà, j'espère que c'était clair. Et que ça a suscité plein de questions. Super, Anne, on te laisse enchaîner et présenter El Caget. Financement local, l'a dit. Je ne vais pas beaucoup vous regarder parce que je suis... Il y a beaucoup de lumière pour moi, donc voilà. Alors, c'est pas moi, ça. On aura le commentaire de cette photo après, par Vincent. Voilà. Donc, moi, je vais vous présenter rapidement El Caget. Donc, nous, on est un... justement, c'est toujours là le problème, c'est qu'on ne sait jamais où nous mettre. On est né d'un groupement d'achat ici, sur le quartier du Pile d'ailleurs, ici, vraiment ici, à partir de discussions dans les quartiers avec les habitants sur les freins à l'accès à une bonne santé et en tant que citoyen, qu'est-ce qui nous freine. Je vous le fais court. Mais rapidement, ce que disaient les gens, c'est la question de l'accessibilité. L'alimentaire, 40% ici des gens des habitants ont recours à l'aide alimentaire. C'était une étude qui était sortie à ce moment-là. Et la question de l'accès à une alimentation dite de qualité, en bio, les gens disaient c'est pas pour nous, de toute façon c'est trop loin, c'est trop cher, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et en même temps on est conscient que parfois ce qu'on donne à manger à nos enfants alors qu'on veut le meilleur pour eux, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, puisqu'on entend les scandales sanitaires, on regarde la télé, etc. Et l'autre point, moi, que je retiens toujours aussi, c'était une espèce de solidarité de classe aussi, qui disait c'est des ouvriers comme nous, quand on descend et qu'on traverse l'Espagne, qui sont payés pour rien du tout, voire considérés comme des esclaves pour qu'on ait des tomates toute l'année. Et c'est pas juste. Voilà. Et donc, ça a été des moments assez forts, couplés avec des réflexions qu'on avait à l'Université populaire. On a rencontré Paul aussi à l'occasion, autour de justement l'impact du dérèglement climatique sur la chaîne alimentaire, sur nos vies, sur tout ce qu'on sait aujourd'hui, et comment on fait transition à Roubaix, comment on essaie de faire autrement. On pensait qu'on avait un peu le temps et finalement on voit que ça va quand même vachement vite. Comment on peut essayer de faire autrement, sachant que la question sociale ici et la question environnementale est fondamentalement liée à la question sociale. Voilà. En fait, on n'a pas réfléchi à tout ça de manière très appel à projet, etc. On a vraiment fait en marchant et par le hasard de rencontres avec des producteurs qui venaient distribuer à côté de chez moi. Enfin voilà, on a commencé par un petit groupe comme ça, et la question des déplacements s'est très vite posée. L'idée, c'était de créer un lieu accessible à tous, où on puisse avoir des produits le plus possible, quand c'est possible, bio, locaux et en circuit court. Et on a très vite rajouté le plus possible, parce qu'on s'est rendu compte que là c'était quand même pas si simple que ça, et on est parti de notre réseau, on est parti de cette personne qui posait des paniers, des cagettes au départ, et puis très vite on a été un peu plus nombreux, et puis on a rencontré Hub qui crée une microbrasserie au coin de la rue. On s'est dit on va travailler ensemble, et puis ceci n'est pas une boulangerie, quelqu'un de Roubaix qui crée une boulangerie bio qui n'existait pas à Roubaix, on va travailler ensemble. Et puis on a aussi rapidement essayé de profiter, ce qu'on a appelé le blabla pomme chez nous, des transports des uns des autres pour s'approvisionner, pour ne pas rajouter des kilomètres. Donc des copains de la Vénois qui ramenaient des pommes quand ils venaient sur l'île, d'autres personnes de la Cagette qui ramenaient du miel quand ils allaient en Bourgogne ou quand ils allaient dans leurs déplacements. Et ça a été important dans la constitution du réseau. Et on était petits, et on était une 80 à l'époque, c'était encore possible. On a commencé aussi donc ça reste toujours. On a commencé à se diversifier. De un producteur de fruits et légumes, on est passé à, aujourd'hui on doit être 10 producteurs. On est 450 ménages aujourd'hui adhérents.
Et donc, on a une dizaine de producteurs partenaires qui sont à moins de 15 km du point de production, qui représentent la vente en fruits et légumes. Chez nous, c'est plus de 60% de ce qu'on vend. Je pense que c'est même 70%, parce qu'il y a aussi un grand besoin des gens d'avoir du frais, et notamment parce qu'on a aussi des dispositifs. Pour l'instant, on va appeler ça dispositif, parce que ça rentre... on essaye d'inventer des solutions pour faciliter le coût de l'achat de ces produits. Donc, tout en achetant au prix juste aux producteurs, en essayant de revendre à prix abordable aux consommateurs, et en se voulant et en essayant de tenir absolument le fait que ce lieu soit un lieu de mixité sociale. Voilà. Parce que ça fait partie fondamentalement de ce qui nous a fait créer ce lieu à Roubaix, et surtout qui nous a amené à y rester, à se battre pour y rester, parce que ce n'était pas acquis. Parce qu'on voulait essayer de faire vivre ce projet sur notre territoire, parce qu'on était des citoyens, des Roubaisiens, et que le défi social, il est là aussi. Voilà. Donc en termes de déplacement, je ne sais pas, je vais peut-être aller jusqu'au bout là-dessus. Du coup, le blabla pomme, les producteurs qui nous livrent, mais on essaye aussi de mutualiser par exemple, la personne qui nous ramène ses œufs passe à côté du producteur de pommes de terre et ramène les patates aussi en même temps chaque semaine. On essaie de trouver des systèmes comme ça. Ça reste quand même marginal. Tant qu'on est dans du circuit local et court, on arrive à se débrouiller, parce qu'on s'est très vite rendu compte aussi que le mieux pouvait nuire au bien, c'est-à-dire que si chacun a commencé à prendre sa petite voiture pour venir à la cagette, que si au début c'est ce qu'on faisait, les adhérents allaient chercher des produits chez les fournisseurs. On se disait qu'il n'est pas très logique quand même ce qu'on est en train de faire. C'est comme ça qu'est né un atelier vélo d'ailleurs, en disant si vous voulez venir, comment on fait pour inciter les gens à venir en vélo, à venir faire chercher leurs courses à vélo. Donc le bouton vert, voilà, l'atelier vélo est né de ça, de ces réparations, et de donner envie aussi. On n'est pas on est à Roubaix, donc c'est quand même l'ascension sociale, la réussite sociale passe quand même par la voiture. Et on n'est pas des losers si on va à vélo, ni des bobos. On peut aussi remettre en place tous ces déplacements de proximité et réapprendre à faire du vélo. Donc on travaille aussi avec d'autres acteurs sur Roubaix pour essayer de réapprendre aux adultes aussi à faire du vélo, etc. Donc ces types de déplacements. Puis ensuite, forcément, on a aussi recours, on mutualise aussi pour les déplacements longs. On est un réseau qui nous a permis finalement de nous rencontrer et de travailler ensemble autour des oranges et des agrumes via les givrets d'orange, qui ont été les impulseurs. Même maintenant, on est grand, autonome, on se débrouille, mais on est toujours en train de s'appeler et de coordonner nos achats pour pouvoir envoyer qu'un seul camion en même temps. Tout ça dans un commerce classique, s'il n'y avait pas du bénévolat et de la militance, c'est impossible de rentrer le temps qu'on passe dans un... Voilà, les coûts seraient beaucoup trop chers des produits. Et donc, d'un point de vue économique, ça s'appuie, je ne l'ai pas dit, et c'est fondamental chez nous. Même si on a créé 3 ETP, 4 postes, mais 3,5 ETP, 3 ETP et demi, pardon, ça fonctionne grâce à l'engagement bénévole des adhérents. Pas de tous, mais autant que possible, encore une fois, selon les compétences, le temps disponible, les envies, et on tient à cette approche-là dans un milieu associatif. On n'est pas une coopérative, on y tient aussi beaucoup. Voilà, donc ça c'est possible grâce à ce bénévolat. Et j'oublie plein de choses. Oui, alors la limite du système, c'est que, évidemment, en grossissant, en se diversifiant, notre but, c'était pas d'être une alternative au supermarché, mais on s'est quand même rendu compte que, parce que l'offre n'est pas très forte sur Roubaix, on a le choix entre Aldi et Lidl, et le marché du dimanche, où c'est des revendeurs. Donc, l'idée, c'est de dire quand même, si on peut proposer plus de choses à la cagette, ça va permettre de moins aller dans ces lieux-là pour acheter des choses dont on ne sait pas encore se passer. Mais du coup, on fait appel aussi à des intermédiaires, le moins possible, mais... Et là, les livraisons sont en camion, sont parfois avec des camions, des SMI qui nous arrivent vides avec notre malheureux carton tout au bout, etc. Et là, on n'a pas la maîtrise, parce que si on a la maîtrise de chez qui on achète, moi, je ne suis pas du tout dans le secteur de la logistique, mais je trouve ça hyper fondamental comme... on voit aussi arriver un peu du grand n'importe quoi quand on commence à à rentrer dans cette logique-là. Et nous, on n'a pas la main, ça nous échappe rapidement. Voilà.
Donc voilà, c'est un peu brouillon hein, comme à mon habitude, mais juste vous dire aussi on est dans une ancienne école qu'on a rachetée suite à un incendie. On a perdu nos locaux et la solution, ça a été de proposer aux adhérents et à leurs familles, à leurs copains, à tous ceux qui voulaient bien nous soutenir, de prêter de l'argent à El Caget pour racheter son bâtiment qui s'est trouvé par le plus grand des hasards, le seul endroit qu'on a pu trouver, mais qui est très bien. C'était une ancienne école, ce qui nous a permis aussi de diversifier les activités. Voilà. Rapidement, mais trop longtemps, je suis désolée. Super, merci à vous. Je ne sais pas si tu veux commenter les dernières images pour qu'on se plonge dans le lieu. Pour la question, je pense qu'il y a une question suivante, si j'ai bien compris la préparation, et ça viendra pour la question suivante. Alors, la chef d'orchestre m'a dit qu'on devait arrêter à 45, même si on a commencé un petit peu plus tard parce qu'on a pris cette salle. Donc, on va essayer de... De toute façon, vous avez déjà dit pas mal de choses pour répondre à cette question-là. Donc, on va passer la parole au public et c'est vous qui allez ensuite guider les intervenants sur ce sur quoi ils peuvent soit donner plus de détails, soit d'autres sujets sur lesquels ils peuvent aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plusieurs questions. Comme ça, ils auront le choix de à quoi ils veulent répondre. Bon, ça met moins de pression. Merci. Oui, bonjour, Eric, la quincaillerie à Guéret. C'est pas forcément une question, c'est juste pour rebondir sur ce que vous venez de présenter. Nous, on est un service public tiers-lieu et à la suite du Covid, on a voulu accompagner les drives qui s'étaient mis en place. Donc, on avait déjà travaillé sur une cartographie. Et puis après, il y avait le GAB, Creuse, qui était déjà à la quincaillerie, donc le groupement d'agriculteurs bio, qui a mis en place un drive. Et donc aujourd'hui, entre-temps, on a aussi accompagné l'atelier vélo de la ressourcerie pour électrifier 2 vélos et fabriquer avec eux des remorques. Donc il y a une distribution qui se fait aussi par vélo entre les différents lieux de distribution. Et puis au fur et à mesure, au fil du temps, il y a le groupement même des agriculteurs s'est mis en place pour bénévolement, en dehors de leur temps assez important d'activité, faire l'accueil, faire la distribution, faire l'organisation du ramassage eux aussi entre différents points pour que la question du transport soit résolue, parce que c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué. Voilà, donc c'était juste pour rebondir par rapport à ce que vous disiez et apporter aussi une autre dynamique dans ce même beau projet que vous avez mis en place. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre intervention, témoignage ou question ? Est-ce qu'on peut faire circuler le micro, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Merci. Solène Tixadou, je suis au Lotte Club Paris et doctorante sur la question des Fab City en urbanisme. Je connais mal la question de la logistique, je ne sais pas comment on l'appelle, logistique alternative, logistique douce. J'ai l'impression qu'elle s'est bien développée et qu'elle a été prise en charge par des acteurs pas du tout alternatifs pour le dernier kilomètre, par exemple à vélo, et que ça se passe bien et que c'est très adapté au milieu urbain et que la production matérielle, par contre, reste compliquée, notamment pour des questions de foncier. Et là, je m'adresse plutôt à vous avec la brasserie et j'aurais aimé en savoir plus sur peut-être des problèmes, des obstacles que vous rencontrez avec la production matérielle. Et pour Anne et Vincent, peut-être les obstacles cachés qui sont peut-être dès qu'il y a plus de distance, en fait, dès qu'on sort de la ville, le vélo devient moins possible et donc il faut de la mutualisation et ça devient des choses compliquées, ou alors vous dites ah bah, ça reste quand même une grande porte ouverte pour la transition écolo, cette mobilité, cette logistique alternative. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question ? Donc la question de l'espace nécessaire à la production et la tension foncière en ville et une question de la logistique dès qu'on sort des petites distances. Ouais.
Alors vos services sont en ville, vous avez besoin de producteurs qui sont à la campagne. Ce serait pas beaucoup plus simple s'il y avait des producteurs qui pouvaient être juste à côté de la ville. Est-ce que c'est pas ça le nœud du problème? Parce que je pense que les maraîchers, etc., ont beaucoup de mal à s'implanter en bordure de ville à cause de la concurrence foncière avec le logement et les zones industrielles. Voilà. Je voulais juste faire référence à un ouvrage, celui de Vito, Utopique, vous l'avez peut-être tous vu, qui invente un monde où voilà, autour des villes, c'est des micro-fermes, etc. Enfin, il y a au bout d'un moment aussi la question de la vision, parce que là vous êtes des héros à faire dans un monde qui n'est pas pensé pour. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas pousser plus pour un aménagement du territoire qui soit producteur où production et consommation sont à moins de 5 km facilement, quoi. Super, merci pour ces questions. Valentin, est-ce que tu veux prendre la main et puis ensuite tu passes? Alors je vais répondre à la première question sur le foncier. C'est la raison principale pour laquelle il n'y a pas tant de brasseries en ville et d'outils de production industrielle au sens large. On n'a pas une très grosse production et on est très petit pour une brasserie par rapport à même des brasseries pas industrielles. On est vraiment très petit et on a un bâtiment de 300 mètres carrés quand même en cœur de ville, ce qui est pas mal, mais ce qui est beaucoup trop petit pour ce qu'on fait. En fait, on perd énormément de temps au quotidien à déplacer des trucs parce qu'on n'arrive pas à avoir un espace pour une chose, quoi. Et c'est un énorme problème. Après, c'est un problème, on était au courant en se mettant en ville que ça allait être la galère sur l'espace. C'est une limite qu'on s'est mis à la base du projet et avec laquelle on est OK, globalement. Nous, on a créé cette brasserie en se disant on ne veut pas devenir énorme et partir sur la distribution nationale en faisant des gros volumes. On veut rester sur de l'ultra-local en valorisant des partenariats locaux. On fait tout nous-mêmes, on fait la distribution nous-mêmes, donc on a notre propre filière logistique avec un véhicule électrique. En fait, avec le bar, c'est dans cette même logique. Le but du jeu, c'est d'avoir une production qui reste relativement modeste, mais de la valoriser correctement. Et aujourd'hui, avec 300 mètres carrés de brasserie et 200 mètres carrés de bar, on arrive à salarier 11 personnes. Et c'est cool, quoi, quand même. On est content de ça. Après, c'est vrai que ça rend le quotidien assez compliqué quand même, parce que ouais, on bouge toujours des palettes, il y a toujours des trucs qui gênent, quoi. Donc, c'est pas des conditions incroyables. Mais oui, c'est un problème, et ça, pour le coup, le bar, c'est un bailleur social qui nous le loue. Ça fait, en fait, les derniers grands espaces qui restent, il y a des bailleurs sociaux qui ont des bas d'immeubles. Là, nous, on a la chance, la brasserie, mais c'est un peu une perle rare. On a trouvé une ancienne... C'était une imprimerie qui a été reconvertie après. C'était un matelassier et nous, on a réussi à le choper derrière. Mais en fait, des bâtiments comme ça, il n'y en a vraiment plus beaucoup en ville, quoi. Et c'est un gros enjeu aussi parce qu'il y a une pression foncière en ville qui fait que des espaces comme ça, il y en a de moins en moins parce qu'on fait des lofts dedans. Et alors que historiquement, Lille, des espaces des manufactures, il y en avait vraiment partout, quoi. Et ça, c'est la galère parce que ce qu'on fait, je ne sais pas si dans 15 ans, on sera encore en mesure de le faire parce que je ne sais pas ce qui se passera sur notre local, mais quand on va le relâcher, Moulins, c'est en... Enfin, tu le sais, hein. Et je pense qu'il n'y a quand même pas beaucoup à réfléchir pour se dire que ça pourrait être rasé pour foutre des immeubles d'habitation à la place, quoi. Donc, bon, après ça, c'est pour entre deux mains, c'est les pouvoirs publics, mais il y a clairement une question là-dessus. Et je vais répondre juste à la deuxième question, parce que j'ai le micro. Pour les producteurs en ville et en pourtour de ville, nous, par exemple, on utilise énormément de céréales qui peuvent être produites localement. Le problème, c'est que pour faire de la bière, il ne faut pas juste des céréales, il faut du malt. Et ça, c'est un process de transformation industrielle. Et aujourd'hui, sur le territoire, dans les Hauts-de-France, on n'a pas de malterie. Il n'y en a pas du tout. Donc notre malt, il est fait en partie en Belgique et en partie dans d'autres régions de France.
Là, il y a un projet qui est mené par Aprobio qui vise à faire une filière malt dans les Hauts-de-France. Mais vu qu'on n'a pas de malterie, ils mettent en relation des producteurs locaux autour de la ville avec une malterie en Belgique, à 300 bornes. Et du coup, il y a un semi-remorque qui amène des céréales là-bas, qui revient avec du malt. Et du coup, on se demande, est-ce que ça vaut pas plus le coup de choper des céréales de là-bas? Ça fait moins de bornes, quoi. Mais en même temps, c'est des initiatives qu'il faut aider aussi. Parce que effectivement, ça faut commencer par là où tu peux, et eux ils essaient d'avoir des producteurs qui se mettent ensemble justement pour fournir des volumes à une malterie, et peut-être qu'un jour on aura une malterie, quoi. Mais c'est pas le cas actuellement. Pour la petite histoire, juste sur la malterie, j'ai déjà vu un producteur de whisky en Écosse, non pas en Écosse, en Irlande, pardon. En Écosse, sur une île, pardon, qui fabriquait lui-même son malt à partir de l'orge qui était autour de la distillerie, dans des volumes qui étaient sensiblement pas du tout suffisants pour couvrir sa production, mais qui du coup faisait une production de whisky à partir du malt qu'il avait fait lui-même dans son ancienne malterie. Et finalement, c'était une opération assez manuelle et artisanale qui demande de la main-d'œuvre et un peu de foncier. Mais c'est une opération qui serait réintroduisible dans des espaces qui sont périurbains si tu as envie de lancer une malterie. Voilà, c'était... voilà. En fait, ça prend vachement de place de faire du malt. Et ça prend du matériel assez spécifique pour le faire de manière régulière. Et c'est super compliqué de faire du malt artisanalement qui soit régulier et qui soit qualitatif pour faire de la bière avec. Je ne sais pas comment ça marche pour le whisky, mais globalement, vu qu'il y a de la distillation, je pense que ça gomme pas mal de défauts initiaux du goût. Ce qui peut arriver assez facilement quand tu fais du malt de manière artisanale et avec un peu les moyens du bord. Et en fait, il y avait eu un projet de monter une malterie dans le nord de la France et les investissements étaient colossaux. Et le projet est tombé à l'eau parce que c'était plusieurs millions et pour une production qui m'aurait permis d'avoir du malt seulement 2 fois plus cher que du malt industriel, quoi. Et vu que les malteries actuellement galèrent déjà parce que les augmentations, il y en a dans tous les sens, je pense qu'on aurait pris pour être sympa au début, mais en fait, on peut pas absorber en fait une augmentation comme ça du coût de la matière. En tout cas, sur les enjeux de production, que ce soit pour la bière, mais pour autre chose aussi, de toute façon, vous vous insérez dans une chaîne de valeur existante que vous remettez en question partiellement, et vous dépendez aussi de ceux qui sont avant et potentiellement après. Sur l'autre question est-ce qu'on peut transporter des palettes de légumes sur 700 km, Vincent? Est-ce que c'est possible? Oui. Mais il faut beaucoup de cyclistes. Mais oui. Alors non, là, pour répondre à la question du périurbain ou de la campagne, sur uniquement la partie matériel vélo, aujourd'hui on a toute une filière qui s'appelle les véhicules intermédiaires qui sont en train de se développer. Ça fait des années. C'est le véhicule intermédiaire, c'est ce qui est entre la voiture ou estafette et ce qui est un vélo. Des véhicules à 2, 3 ou 4 roues qui sont motorisés pour rouler jusqu'à 25 ou 45 km/h, voire même plus, tout en ayant une assistance musculaire de quelqu'un qui pédale. Et donc des véhicules qui ne font pas 2 tonnes pour transporter 700 kg ou 500 kg de matériel, mais plutôt 200 ou 300 kg pour porter toujours la même palette, 500 ou 600 kg. On inverse un petit peu la donne. Et capable de porter des distances en campagne, c'est vraiment des véhicules pensés plutôt pour des distances qui sont de l'ordre de la dizaine ou plusieurs dizaines de kilomètres, des véhicules qui peuvent être carénés pour mettre à l'abri de la pluie le conducteur et la marchandise. Pour ça, il y a l'ADEME qui a développé un programme qui s'appelle l'Extrême Défi, qui a été financé depuis quelques années, qui a bien fonctionné et qui fonctionne encore, pour pousser justement ces véhicules intermédiaires. Aujourd'hui, on essaye de remplacer des voitures sur les routes des campagnes avec des véhicules intermédiaires, mais il y a des véhicules intermédiaires utilitaires. Donc oui, 700 peut-être pas, 70 oui. Ça reste quand même néanmoins, en termes de ressources humaines, un problème, puisque quand on transporte une palette sur 70 km, c'est pas 35 palettes dans un SMI, avec un seul chauffeur. Mais tout est question d'échelle. Voilà. Et est-ce qu'on a besoin de faire venir de 70 km voilà, c'est la question. Là, ici, vous avez la photo que tu as mise et qui est très parlante. C'est des livraisons de drive, pour ne pas les citer, Leclerc et Chrono, par une société qui était à Moulins et qui aujourd'hui s'est déplacée pas trop loin. Enfin, l'île Moulins. Parce que je vois qu'il y a des gens en Auvergne, donc c'est pas Moulins en Auvergne, c'est l'île Moulins, c'est le quartier, et qui ont toujours d'ailleurs des convois avec un chauffeur, un biporteur devant qui peut porter 100 kg de marchandises,
une remorque, 2 remorques, voire 3 remorques sur lesquelles ils peuvent porter justement ces bacs pour approvisionner tous les drives de la métropole lilloise. Et c'est, je pense, un porteur de 19 tonnes par heure qui est dépoté de 6h à 19h pour alimenter tous ces drives dans la métropole et qui est plus avec un seul point de livraison en périphérie de la ville, mais quand même accessible à vélo. Et la livraison dans les zones piétonnes ou presque piétonnes de la ville avec que des vélos. Et du coup, il n'y a plus de problématique de livraison par des véhicules carbonés trop gros par rapport à la rue dans laquelle on veut les livrer, puisque les drives piétons sont censés être achalandés, en tout cas fréquentés par des piétons. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais c'est une solution urbaine. Mais ils font quand même, ces chauffeurs là, de véhicules, là, ils font 150 km par jour avec leur vélo. Ils les font. Anne, tu avais quelque chose à ajouter ? Non, je pense que la question du foncier, elle est là pour la production agricole, évidemment. C'est un des nœuds, clairement. Pendant le Covid, on a fait le test. Je crois que si les conducteurs de transport de poids lourds autres avaient eu le Covid, ou si on ne les avait pas obligés à prendre la route malgré le Covid, on se serait arrêté très vite. Donc, la chance qu'on avait, c'est que nous, on n'était pas loin et que l'approvisionnement pouvait se faire quand même. Mais non, il n'y a que le pain qui vient de Lille à Roubaix à vélo. Mais c'est sûr que ça, c'est la question foncière. On la vit, on la voit. On arrive, nous, sur la métropole, à être approvisionnés vraiment en frais, en tout cas en légumes, à moins de 15 km. Donc, après, on fait le choix d'aller aussi chercher des pommes qui viennent d'un petit peu plus loin, mais ça reste le Cambrésis ou le Valenciennois, et toujours sur des tournées qui sont communes. Voilà, mais oui, le foncier, oui, 3 fois oui. Et après, la pollution aussi, parce qu'on est aussi sur une métropole industrielle où je crois que les copains de la ferme urbaine à côté peuvent raconter comment ils galèrent aussi à faire pousser quelques légumes dans des sols pollués. Donc, c'est quelque chose à ne pas sous-estimer non plus. Oui, juste pour dire un mot sur peut-être quelqu'un connaît mieux le projet ici, mais c'est une vraie question sur la production. Donc la coopérative Baraka a une friche, la ferme du Trichon. La ferme urbaine du Trichon, c'est une grande friche. Et donc c'est sympa de vouloir faire pousser des légumes, mais ils ont un programme universitaire de retraitement des sols sur 15 ans avant. Donc on voit bien que c'est super compliqué, toutes ces questions-là en ville. Et donc si ça vous intéresse, cette question de comment on régénère un sol bien pourri en ville, c'est vers eux qu'il faut se diriger. Voilà. Juste pour compléter sur la partie logistique, tu me disais il y a des choses du pain qui vient de Lille à Roubaix, mais vélo ou tout autre moyen logistique, en général, on essaye d'avoir les 2 trajets aller et retour qui sont pleins. Et la problématique à vélo, souvent, c'est que moi j'avais des gens qui faisaient venir des choses de Roubaix, de Lille à Roubaix, mais qui revenaient à vide, et ce qui fait que le coût logistique était très élevé, puisque le bonhomme ou la nana qui pilote le vélo, il faut la payer à l'aller et au retour, ou alors elle est esclave, on ne la paye pas, mais sinon ça ne marche pas. Et du coup, c'est la question du volume aussi, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir suffisamment de volume pour que la logistique soit capable de payer le service. Et ce qui est possible avec, par exemple, les drives piétons, ils ont un système en mode, de toute façon, ils partent, et c'est inclus dans le coût du service qu'ils reviennent à vide, puisqu'on ne revient pas avec des choses du drive piéton à l'entrepôt. Mais par contre, sur des courses, logiquement, que camion, vélo, voiture ou autre, le coût du retour, il est toujours à payer par le client s'il n'y a pas de choses à ramener. Donc on parle de flux, en fait, en logistique, et c'est super important. Donc quand on fait venir des choses de la campagne vers la ville, il faut qu'il y ait des choses de la ville qui reviennent vers la campagne aussi pour que la logistique soit rentable. Ou alors on accepte de payer 2 fois le prix de la course, et c'est possible. Mais il faut l'avoir en tête, et ça a un coût. Voilà. Juste me permettre de rajouter. En fait, ça demande aussi à changer notre mode de consommation. C'est-à-dire que nous, par exemple, pour le pain de Peter Pain, pour ne pas le citer, on sait qu'on va lui commander un nombre suffisant de pain, ou comme on va prendre un certain volume de fruits et légumes ou de pommes qu'on va stocker pour pouvoir que ça vaille le coup de remplir le camion. Enfin, il y a aussi cette démarche-là. Et que s'il y a plus, peut-être
il n'y aura pas plus cette fois-là. Et donc ça demande aussi à être fort en lien avec les producteurs, à ne pas être dans un système de commande où on disant on a absolument besoin de ça cette semaine et vous débrouillez pour nous livrer ce que nous on a besoin, mais de dire qu'est-ce que vous avez de disponible et comment on s'arrange aussi pour que dans le transport cette question-là elle soit prise en compte. Et dans le stockage. Alors là, chambre froide, pas chambre froide, c'est aussi une autre question qui est liée à ça aussi. Et moi, je voulais juste parler à la brasserie. Quand on a lancé la brasserie, on voulait faire des livraisons en vélo. Et on a étudié le truc. Et en fait, le problème, ça c'est un problème qui nous appartient un peu, c'est la bière, c'est quand même pas mal de flotte. Et en fait, c'est super lourd. C'est lourd et ça prend pas mal de place. Et en fait, on a vite baissé les bras là-dessus. Parce que on a à peu près une vingtaine de clients pro à livrer par semaine là actuellement, et du coup, en fait, c'était pas faisable avec un biporteur. Sinon, il fallait le faire en plusieurs jours, et c'est du matos qui coûte super cher aussi. Les biporteurs électriques avec des remorques et tout, en fait, il y en a vite pour, moi, tu sais ça mieux que moi, mais 5, 6, 7, 8 000 balles quoi. Et du coup, on a pris le parti d'acheter un Kangoo d'occasion électrique avec 60 bornes d'autonomie. Et on densifie les tournées. On fait une tournée par semaine. Et on livre nos 20 clients pro sur une boucle de 20 km, quoi. Et c'est une autre solution, parce qu'en fait, on n'arrivait pas à faire autrement. C'était hyper galère. Et là, par contre, on est en train de réfléchir avec Lille Bike à faire de la livraison aux particuliers. Et là, ce coup-ci, en vélo, parce que eux, c'est plutôt ça ce qu'ils font. Et ce sera des plus petits volumes, ça a plus de sens. Combien alors c'est juste pour le challenge. Hein. Combien tu mets de poids dans ton Kangoo? Tu peux aller jusqu'à 600 kg. 600 kg. 600 kg, c'est 3 remorques. Ouais, mais il faut la tirer. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut la tirer, ça prend vachement de temps et tout. Et... En gros, moi j'ai toujours dit, un vélo avec les remorques, ça porte ce qu'un Kangoo est capable de porter. C'est pour ça que quand tu as parlé d'un Kangoo, je réagis. Et effectivement, il faut avoir le tracteur devant qui va bien, le véhicule tracteur qui va bien, avec le gars qui sait le piloter. En fait, finalement, quand tu étales ton poids sur des choses qui ne sont pas ton tracteur, et que l'équilibre il repose sur des remorques, tu as juste une vitesse d'avancement qui sera peut-être non pas de 25 à l'heure, parce que de toute façon, quand tu es chargé 25 à l'heure, c'est pas du tout une bonne idée. Tu vas plutôt avancer à 10 ou 15 à l'heure, mais tu vas pouvoir encore faire mieux qu'avec le Kangoo électrique. Je dis pas que le Kangoo électrique, c'est la super bonne solution. En d'occasion, 60 bornes d'autonomie, tu recharges, mais c'est juste que du coup, tu as un véhicule qui fait 2 tonnes pour transporter 600 kilos. Ah ouais, je pars vite cette solution. Et en fait, et la philosophie du truc, elle est bien. Alors, je me fais l'avocat du truc, forcément, je suis là pour ça. C'est possible de faire différemment en se disant peut-être que la boucle de 20 km, je peux la faire avec un vélo et ça passerait avec un seul cycle de charge. Un vélo cargo comme celui-là que tu vois, qui coûte 5, 6, 7, 8, 9 000 euros, c'est chargé avec 600 kg, c'est 60 km aussi d'autonomie. Et s'il a que 200 kg, ça sera 80 ou 90. Bref, donc la battle Kangoo vélo se poursuivra à l'extérieur du ring. Vas-y Paul. Mais pour aller là-dedans, j'ai acheté avec une association une Carla Cargo qu'on voit là. C'est les remorques qui peuvent tenir 200 kg. Mais ça, c'est 4 500 euros. Là, il t'en faudrait 3. Ça fait à peu près 15 000 euros. Plus tu as 20 000 euros. Et tu l'as dit, paf, ta solution, elle est à 3 000 balles, le Kangoo. Mais qu'est-ce qui... Et c'est pour ça que j'aimerais faire le lien avec l'open source. Qu'est-ce qui fait que cette Carla Cargo, elle est à 4 000 balles? On peut réussir à faire des charrettes, on sait faire des... J'ai vu quelqu'un super là, dans l'allée qui vient de Bretagne, qui sait faire des batteries 350 watts pour 70 euros, quoi. L'open source hardware doit être une solution pour cette logistique, parce que là, il y en a qui se gavent beaucoup, quoi, et qui empêchent l'usage de ce fait. Je vais renvoyer, alors il faudra que je retrouve le lien de ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un vélo électrique, un cargo, ou une remorque qui permet de faire du transport coûte aussi cher et que relativement par rapport à une voiture, ça coûte vraiment cher? Il y a plusieurs réponses. La première, c'est le soutien financement public. Deuxième, l'échelle, le nombre de véhicules qui sortent et les effets d'échelle en industrie. Et les coûts de distribution qui ne sont pas les mêmes non plus. C'est-à-dire que quand tu t'appelles Peugeot, Stellantis, si tu fais un Peugeot Boxer ou Renault avec un Kangoo, globalement, il y a très peu de marge et tu sors des véhicules par centaines de milliers dans le monde, sur plusieurs années. Les vélos, on est par centaines.
Il y a Alors, l'effet d'échelle. Ok. Et le soutien public, globalement, quand tu achètes un Kangoo à 3 000 € d'occasion, c'est parce que il a été vendu neuf à 20 ou 25 000 € il y a quelques années, Avec une et que ce subvention. prix-là, il avait été énormément subventionné sur le coût du travail et sur les investissements qui avaient été faits initialement. Là où, en fait, à l'échelle aujourd'hui de ce que produisent les gens en vélo, enfin les fabricants de vélos, on n'en est pas du tout là. Et tu as vraiment un coût réel de ce que ça coûte, en fait. Ouais. Alors, je modifie ce que je dis. Carla ne se gaffe pas. Je pense qu'ils doivent juste. Mais c'est les plus chers. Ouais. Mais donc, ça veut dire que c'est peut-être actuellement, c'est la fabrication distribuée telle qu'elle peut être faite qui pourrait vraiment réduire les coûts. Alors. Il existe aujourd'hui. Alors les Carla, il y a l'électrique et la pas électrique. Mais sur d'autres remorques qui font à peu près le même taf, on a des prix un peu moins élevés. Mais ça reste quand même de l'ordre de plusieurs milliers d'euros. Et quand tu transportes 200 kilos sur des petits trous freinés, enfin, tu veux avoir quelque chose qui tient la route et tu veux pas que ça va. Enfin, il faut quelque chose de robuste et qui soit capable de s'arrêter quand tu as, je sais pas moi, quelqu'un qui traverse la route devant toi. Tout bêtement. Et je pense que Valentin, avec son Kangoo, il sait que quand il va freiner, son véhicule va s'arrêter, normalement. S'il se pose la question sur son vélo quand il part, il ne fera plus parce qu'il y a un risque trop grand d'accident. Enfin, et la logistique, c'est ça aussi. C'est le matériel et la professionnalisation. Quand tu mets un Kangoo dans les mains de quelqu'un, tu sais qu'il a le permis, il va savoir livrer n'importe quelle bière à n'importe qui. Je te mets au défi de mettre n'importe qui, enfin n'importe comment, ce vélo avec ce qu'on voit, ça demande du temps de formation et tout le monde ne peut pas le faire. C'est un deuxième frein. Il faut former les gens et ça commence dès l'enfance à l'école ou en allant chercher ses cours chez El Cagette avec des enfants qui vont faire des tours de la cour et parce que leurs parents ont été formés. Et ça donne envie après peut-être de le faire. Mais aujourd'hui, tout le monde ne sait pas faire ça. Justement, ça fait une bonne transition si on veut les passionnés de vélo, et tu les lâches là-dessus, ils parlent que ça. Si on veut se défocus sur le sujet du regard croisé qui se termine bientôt, on avait eu l'occasion de parler d'autres choses aussi qu'on n'a pas pu aborder là. Donc, je vais essayer d'en évoquer certains rapidement, mais l'intérêt aussi pour les tiers-lieux de s'intéresser à ces enjeux de production et donc de distribution, c'était, on en a parlé un petit peu avec Anne, c'était aussi la force des tiers-lieux de se faire rencontrer différentes activités ou différents moments de vie. Et que quand je vais dans une épicerie, il se passe autre chose et donc en fait ça change l'épicerie. C'est plus une épicerie, donc, parce que c'est une épicerie plus quelque chose et donc en fait mon acte d'achat n'est plus le même et il n'aura pas la même valeur et il ne va pas générer les mêmes choses. Donc en tout cas ces activités de production et de distribution sont super intéressantes en tiers-lieu pour changer le regard des gens sur ce que c'est de consommer, ce que c'est de produire, ce que c'est d'acheter, ce que c'est de déplacer et sur la logistique. Donc ça c'était quelque chose, on a discuté un petit peu, on a parlé aussi finalement de tourisme. Et de se dire que si les tiers-lieux sont quand même des vecteurs de coopération ou des militants d'une relocalisation de la production et de la distribution, quand on ira sur d'autres territoires, on aura d'autres produits. Et donc, si vous voulez boire de la singe savant, il faudra venir, quoi. Et comme ça, à chaque endroit, on sait qu'on aura au moins de la bière, peut-être des légumes qu'on n'a jamais vus ou des choses comme ça. Et les tiers-lieux, ils peuvent aider à faire ça. Il y a d'autres acteurs qui le font, mais en tout cas, les tiers-lieux peuvent être des endroits où ça se passe. On a parlé de quoi d'autre ? Je sais pas. Je voulais citer Patrick Lévivets aussi, parce que j'ai pensé à vous à Toulouse. Patrick Lévivets, qui est le directeur de France Tiers-Lieux, a dit non, mais il y en a marre de parler du dernier kilomètre. En fait, c'est le premier kilomètre. Voilà. Et je me suis dit, est-ce que quand on change les mots, on règle le problème ? Je ne crois pas, mais ça m'a fait rigoler. Voilà, c'était juste ça que j'avais envie de le citer. Donc, c'est vrai que tu le portais dans ton cœur. Et au-delà de la blague, je pense qu'il y a beaucoup à discuter aussi sur les croyances et est-ce qu'il y a encore des fausses bonnes idées sur cette relocalisation de la production et de la distribution. Et est-ce qu'il y a peut-être que vous pouvez dire un mot là-dessus. Est-ce qu'il y a encore des fausses bonnes idées qui continuent à être propagées par tout le monde ? Il n'y a qu'à faire ça et sur laquelle vous voudriez mettre le doigt. Voilà. Juste après, je me tais. Remplacer des bagnoles ou des camions au gasoil par des camions ou des voitures électriques, c'est une connerie en ville. Mais voilà. Non, moi, ce que je voulais dire, pour que justement les fausses bonnes idées tombent, c'est hyper important que ce qui est très riche dans ces lieux, c'est qu'on se rencontre. Et que je pense que la meilleure façon, c'est quand même de se parler. Nous, on vient pas, moi, j'étais pas commerçante. On a tous appris en faisant. Et en fait, c'est dans la rencontre avec les producteurs, avec les transporteurs, avec les gens. Je pense qu'on avance
énormément. Enfin, on apprend tous les jours. Et la dimension éducative aussi pour les enfants, tu en parlais. Mais je pense que vraiment, ces questions de système, c'est parce qu'on se croise, qu'on se parle, qu'on fait système. C'est parce qu'on se parle et qu'on se croise que Martin, il va repartir pas vide avec ses pains, enfin, avec son vélo, etc. Qu'on va pouvoir trouver des solutions pour faire transporter, etc. Et ça, je pense que malgré tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui, je revendique ces temps de coprésence, de rencontres, et je crois que c'est dans nos lieux que ces choses se font le plus. Enfin, se font le plus, je ne sais pas, mais en tout cas se font, et que c'est possible de les faire. Allez, on peut dépasser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question de la fin ou un truc qui est trop frustrant si vous le dites pas? Non, mais bon, bah vas-y, tu veux dire, on balance un petit truc. On va quand même pas dépasser, respecter le timing. Je dis, allez faire vos courses avec vos enfants à vélo, dans des endroits qui les acceptent à vélo, où vous pouvez garer vos vélos en sécurité. Et vos enfants, demain, ils iront faire leurs courses aussi à vélo. Parce que s'ils voient leurs parents faire leurs courses, acheter des packs d'eau dans les grandes surfaces où on se gare tous en marche avant et qu'on recule, enfin bref. Non, il faut y aller à vélo, et c'est comme ça que demain, les générations d'après ne se poseront pas la question en mode c'est bizarre d'y aller à vélo. Il faut y aller maintenant. Alors s'il y a des héros aujourd'hui qui choisissent de le faire à vélo, peut-être, demain, il faut que ça soit normal. Ou à pied, Non, si à pied, ça marche aussi. Non, mais c'est aussi ça. Enfin, je pense que si on relocalise les choses et qu'on s'adresse aussi aux gens qui habitent dans les quartiers, dans nos villages, ou je ne sais pas, c'est aussi se réapprendre. Enfin, franchement, Roubaix, les gens ont désappris à marcher. Il y en a qui sont obligés, mais il y en a beaucoup qui, pour aller dans leur quartier, prennent leur voiture. Et ça, je pense que c'est aussi un combat qu'il faut absolument mener. Ça passe par la sécurité, se sentir en sécurité, pas avoir peur de ne pas retrouver son vélo quand on se déplace, etc. Enfin, mais je pense que c'est un vrai combat. C'est des questions de santé publique aussi. Enfin... Je peux juste... Pendant que Valentin intervient, est-ce que quelqu'un peut emmener un micro à Alex? Merci, chat. Ah bah oui, quand même. Juste un truc, là on parle beaucoup de l'intérêt de relocaliser la production pour s'affranchir du dernier kilomètre, ou en tout cas optimiser ça. Et du premier, ouais. Non, justement, c'est là-dessus. Et en fait, il y a aussi un aspect, par exemple pour nous, on s'affranchit de beaucoup premiers kilomètres. On a monté une filière de lavage de bouteilles et du coup, nos clients nous rapportent leurs consignes vides, on les lave et on les rembouteille direct. Ça évite qu'on ait des bouteilles qui viennent d'Allemagne, parce que les fourneaux ils sont en Allemagne, et qu'on ait des palettes de 700 kg qui arrivent de là-bas, quoi. Alors on n'arrive pas à tout laver, c'est à peu près 30 à 40% de la prod, mais ça permet aussi, et surtout ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup de camions qui ne sont pas mis sur les routes en relocalisant la production. La question de la fin. C'est à mi-chemin une question et une espèce de retour d'expérience, parce que j'ai l'impression qu'ici on est quand même pas mal des gens qui sont un peu conscients de ces sujets-là, et on a la chance de voir des gens qui sont sur scène aussi dans notre vie pro, perso, et en même temps je regarde qu'en tant que consommateur, moi quand je fais mes courses, j'essaye de le faire de façon intelligente ou consciente, et du coup ça passe par genre le fourgon qui vient me livrer avec un gros camion, je me fais livrer des courses parce que j'ai une famille et que je peux pas effectivement tout porter, et donc c'est plus pratique qu'ils me livrent le soir et ils viennent avec un gros camion, et en plus frigorifique qui doit consommer encore plus, et les livrets d'Orange, quand on le fait, on prend la personne pas dans le groupe qui a le plus gros camion pour aller chercher les cagettes, et je me suis jamais même posé la question d'aller les chercher à vélo, alors que pour le coup je pense que j'ai le plus gros vélo de mon groupe de givrés, quoi. Donc en fait je suis partagé à la fin du truc, parce que je suis hyper d'accord avec tout ce qu'on se dit, et je me rends compte que dans ma vie à moi, où en plus je pense pas être précaire, et je pense que je pourrais me permettre de payer des services peut-être un petit peu plus chers qui vont dans ce sens-là, et soit c'est moi qui le fais pas, soit ça vient pas jusqu'à moi, enfin voilà. En tout cas, c'est un peu ma réaction à la fin. Avant qu'il y ait le fourgon, tu as acheté où tes bières et ton soda? Supermarché, je pense. Ouais. Est-ce que ton contenant il était réemployé? Non. Moi, les deux questions que je te pose, c'est
quel est le moindre mal ou quel est le bénéfice de ton service? Est-ce qu'il vaut mieux faire venir des bouteilles en verre consignées en camion électrique ou utiliser une filière qui n'est pas réemployée au niveau des bouteilles? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser en fait finalement. Est-ce que tu n'as pas choisi le moindre mal parce que ça ne sera jamais livré en vélo ce genre de truc. Enfin, c'est vraiment compliqué la logistique de bouteilles du fourgon. Enfin, Mais je te le demande, réponds à mon éco-anxiété, Vincent. ouais, voilà, sinon arrête de boire sinon. Mais de l'eau, c'est pollué à Lille, on est obligé d'acheter des bouteilles maintenant. Non, la MEL a dit que c'était pas pollué. Donc, Elle a dit c'est pollué, mais pas trop. mais en pas fait. trop. Et non, mais en plus, je pense que ce dont on a parlé aussi, c'était quand même aussi les moyens que trouvent les lieux et les espaces de production. Donc on n'était pas forcément... on a parlé de l'échelle individuelle pour faire le lien et quand je viens au lieu. Mais certains des vélos dont parlait Vincent ou les gros efforts que tu fais, il y a certains trucs à ton échelle individuelle, tu vas pas forcément avoir les mêmes investissements que ce que tu auras dans un lieu, un collectif, etc. Donc au niveau individuel, bien sûr qu'il y a... Je pense que c'est plus limité. Enfin, en tout cas, tu vas devoir trouver tes réponses tout seul avec ta famille et le niveau de galère que tu veux te placer. Alors que dans un collectif, en discutant avec des partenaires, bah, le niveau de réponse, je trouve qu'il est souvent plus facile. Enfin, en tout cas, il peut être plus ambitieux, on peut investir plus et on peut se motiver plus voilà, à différentes échelles. Et après, plus le maillage sera fin des producteurs et des distributeurs, comme ce que vous faites avec Calcagette, moins ce sera un problème. Donc il faut encourager ce genre d'initiative, acheter nos bières, et au fil du temps, on va y arriver, quoi. Mais ça, ouais, c'est pas idéal pour l'instant. Moi, je rêverais de petites COP de proximité, en fait. Parce que je pense que c'est ces lieux-là qui font aussi qu'on apprend ensemble et qu'on a envie de changer ensemble et que c'est désirable. Il y a aussi vraiment une question culturelle aussi, à qui on s'adresse, comment on fait ensemble sur les territoires où on vit, dans la diversité des publics aussi, hein, et des capacités financières des familles. Mais moi, je pense que c'est vraiment ce qu'on se disait tout à l'heure, il faut partir des gens, et je pense que il faut qu'on construise, qu'on arrive à construire là où on est avec les gens qui sont sur ces territoires, parce que les réponses, elles vont aussi se créer et s'inventer parce que les gens se démerdent déjà pour trouver des solutions, et qu'il faut aussi réfléchir à ces solutions-là. Ce qu'on met là en vélo sur le portage de vélo, moi j'ai grandi à Roubaix, le nombre de vélos avec les carrioles derrière, c'est pas une révolution. Voilà. Remettons ces trucs-là au goût du jour, ce sont des choses que les gens puissent se réapproprier ces choses-là, et qu'en effet, je suis d'accord, acheter une carriole, retaper, en plus on sait la retaper soi-même, sa carriole qui est derrière, etc. Mais il faut réinventer des choses comme ça, des choses simples, qui sont faciles, qui sont faciles à garer aussi, parce que aujourd'hui il faut avoir un jardin, un garage ou une grande maison, un grand couloir, je ne sais pas, pour pouvoir garer ces outils-là. Et donc, Douvebo et tout. Mais je pense que... Enfin voilà, je voulais dire ça, c'est refaire des choses dans la proximité, des trucs et partir des gens de ces territoires-là. Enfin. Juste sur le stockage des vélos, les tiers-lieux peuvent avoir une réponse quand il y a de l'espace ou du foncier à mettre en commun ou à mutualiser sur du stationnement sécurisé de proximité à l'échelle d'un quartier, ce qui existe dans certains quartiers comme chez le monsieur là-bas en haut. Je ne sais pas s'il l'utilise, mais des garages partagés, mais ça ne se duplique que par la volonté des habitants. Ça ne peut pas se décréter. Voilà. Et par la volonté des habitants, ça fait tiers-lieu à la fin. Ce qu'il y avait avant dans les bas d'immeubles. Oui. Valentin, Paul, pour le mot de la... Je voulais rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai que ce qu'on fait, au final, c'est pas un retour en arrière, mais c'est beaucoup d'inspiration de ce qui se faisait avant. À Lille, il y avait une brasserie par quartier avant, voire plusieurs, et juste on n'a plus du tout. Enfin, si, il en reste. Là, on est deux, quoi. Donc, c'est pas nouveau ce qu'on fait, du tout. Et pour aller là-dedans, le dernier kilomètre, vaut mieux qu'en fait ce soit le brasseur avec sa capacité de remplir notre bouteille. Par exemple, moi je suis à Bailleul, on va au Belnard Café, on a une bouteille qui nous remplit à la pression et on repart avec et on revient avec. Mais c'est parce que c'est un producteur, on ne vient pas juste chercher quelque chose qui a été produit ailleurs. Voilà, c'est aussi le producteur final, près de chez nous.
Super. Eh ben, merci Valentin, Anne et Vincent pour vos témoignages. Merci à tous pour vos questions. Je vous invite à vous engager dans une épicerie autogérée, dans un tiers-lieu alimentaire. Je pense que tout le monde devrait le faire. En fait, ça doit être une obligation. Et donc, je profite pour chercher des bénévoles pour Robin des Bio à Moulins. Voilà, mercredi, vendredi soir, samedi matin. Bon, merci beaucoup. C'était super. Merci à vous. Et le programme continue, mais je ne sais pas ce qu'il y a après. Et en tout cas, il y a une fête ce soir. Ça, c'est super. Merci beaucoup. It knows where I'm at, and it knows where I've been. Well, that's when